بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، عدت لكم والعود أحمد. نسأل الله العظيم أن يجعلها عودة مباركة إن شاء الله تعالى. وفي الفيديوهات القادمة غادي نقول لكم السبب ديال الغياب ديالي. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، وحسبي الله ونعم الوكيل. وتنسألكم الدعاء معايا، يعني اللي محتاجة ليه بزاف 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 منكم، لأن عارفة اللي كيشوف الفيديو وهو كيحبني في الله عز وجل. الناس ما كيشوفوش ليا الفيديو، ما كاينش بزاف اللي كيشوفوا ليا الفيديو، ولكن اللي كيشوفوه متبعيني واللي تيخليو لي كومونتيرات كنعرفهم بانهم يعني ناس اللي قلال كيحبوني وكنحبهم في الله، وحتى انا كنحبهم وكنوجه لهم تحيه من هذا المنبر. وان شاء الله كيف ما وعدتكم غادي نقول لكم يعني السبب الغياب. هذه الجوله ديالي في مدينه غرونوبل بفرنسا، يعني النواحي ديال الجبل فين كننزلوا، فين كنخيموا دائما مع الزوج ديالي فين كيخدم. هنا من دوزلب جينا درنا واحد الجوله يعني زوينه بزاف، يعني مغايره للجولات اللي درنا العام اللي فات والعام اللي قبل. هنا جينا لواحد المحل اللي فيه يعني الاثمنه قلي دايره، يعني هابطه بزاف. بنتي خدات شي حويجات من هنا ودرنا جولة، يعني جولة سياحية اللي غادي نخليكم معاها. En 379 après Jésus-Christ, l'empereur Dioclétien octroie à Cularo le titre de cité romaine. Un siècle plus tard, l'empereur Gratien, de passage à Cularo, crée l'évêché de Grenoble et nomme la ville Gratianopolis, qui par la suite deviendra Grenoble. Vous voulez bien découvrir le cœur de la cité des Dauphins, ses vieilles pierres et les personnages qui ont marqué notre belle cité. Nous sommes sur la place Grenoble. Nous entrons dans la grande rue. À droite, un hôtel particulier, l'hôtel Rabot, occupé aujourd'hui par les éditions Artaud. Au cours des temps, ce magnifique bâtiment hébergea plusieurs rois de France, Charles VIII, Louis XII, ainsi que François Ier. À gauche, au numéro 20, se trouve la maison du docteur Gagnon, grand-père de l'écrivain Henri Belle, plus connu sous le nom de Stendhal. Ce dernier naquit en 1783, au numéro 14 de la rue Jean-Jacques Rousseau, à votre droite. À l'époque romaine, la Grande Rue était l'artère la plus importante de la ville. Ce secteur vit passer des personnages célèbres. Je citerai parmi eux Cornelius Agrippa, Rabelais, Jean-Jacques Rousseau, Jean-Baptiste Poquelin de Molière, qui s'établit ici avec son illustre théâtre. On note aussi la venue du célèbre Marquis de Sade, Honoré de Balzac, Berlioz, Alexandre Dumas, Lamartine et Champollion qui, en 1821, découvre la célèbre pierre de Rosette où le même texte est écrit en 3 langues. Il en déduit ainsi la signification des hiéroglyphes. Au numéro 8, à gauche, la maison natale du peintre Fantin Latour. Au numéro 9, à droite, la maison d'un autre peintre, Ernest Hébert, qui obtint le Grand Prix de Rome. Au numéro 4, sur votre gauche, la maison de la famille Perrier, très connue à Grenoble. L'un de ses membres, Jean-Casimir Perrier, l'un des présidents de la Troisième République. Nous voici place Claveyson, anciennement place au Puy. Le puits se situait au milieu de la place et fournissait l'eau aux habitants. À droite, au XVIIe siècle, dans cette petite maison à l'angle de la place avec sa charmante balustrade, se trouvait l'atelier des frères H, célèbres ébénistes. Ils étaient les fournisseurs du mobilier des rois de France. Nous voici place aux Airs. C'est sur cette place que, selon la légende, s'installa le premier peuplement d'une tribu des Allobroges, qui devait donner naissance à la bourgade de Cularo.
Véritable cœur de la cité médiévale, ce quartier du vieux Grenoble a toujours été un lieu de négoce depuis l'époque romaine. Au Moyen-Âge, des exécutions capitales s'y déroulèrent. Mondrin, passant un jour par Grenoble au cours d'une de ses campagnes, vit son frère, Pierre, pendu à une potence. Il avait fabriqué de la fausse monnaie. Nous sommes à l'angle des rues Barnave et Lafayette. Au XVIe et XVIIe siècle, ces rues abritaient les résidences de la noblesse. À gauche, à l'angle de l'immeuble au numéro 22, au-dessus de la porte d'entrée de cette demeure construite en 1490, vous pouvez distinguer, sculpté dans la pierre, le lion ailé, symbole de l'évangéliste Saint Marc, saint patron du bâtisseur de la maison. Il y a bien longtemps, la rue Barnave se nommait rue Pérollerie, c'est-à-dire rue des Chaudronniers. À droite, la rue des Clercs. Elle tire son nom de la première université de Grenoble qui vit le jour dans cette rue, créée en 1339 par Humbert II, le dernier des dauphins. Les habitants devaient loger 100 étudiants exonérés d'impôts. L'université y demeurera jusqu'en 1430. Nous débouchons sur la place Notre-Dame. À droite, la magnifique fontaine des Trois Ordres, réalisée en 1890. Elle rappelle que Grenoble fut l'un des berceaux de la Révolution française. La fontaine commémore le centenaire de la journée des Tuiles. Nous reviendrons plus tard sur ces événements. Remarquez les trois personnages figurant au sommet de la fontaine. Ils symbolisent le clergé, la noblesse et le tiers-état. Devant vous, la cathédrale Notre-Dame et son clocher-porche, à laquelle est accolée l'église paroissiale Saint-Hugues, datant du XIIIe siècle. Nous sommes ici au cœur du pouvoir religieux depuis le IVe siècle. Cette place accueille notamment l'évêché. Cet ensemble architectural témoigne, après plusieurs années de restauration, du profil originel des lieux au premier temps de la chrétienté. Dans l'ancien palais de l'évêque se trouve désormais le musée de l'ancien évêché. Les archéologues ont mis au jour, notamment sur le parvis de la place Notre-Dame, un baptistère primitif qui fut utilisé du IVe. Elles furent malheureusement démolies en 1802. Nous arrivons place Lavalette. À droite, le musée de Grenoble, l'un des plus prestigieux musées des beaux-arts français. Une sculpture de Calder est exposée devant. Vous découvrirez à l'intérieur des collections de peintures et sculptures s'étalant du XIIIe au XXe siècle. Vous pourrez aussi admirer des œuvres de Picasso, Léger, Chagall, pour ne citer que quelques-unes des 1500 toiles exposées, ainsi qu'une riche collection d'antiquités égyptiennes, en particulier la stèle royale de Ramsès II. Une visite à ne pas manquer. Sur votre gauche, de remarquables hôtels particuliers, celui de Volserre, où logea le pape Pie VI en 1799. Nous découvrons maintenant les bords de l'Isère. Un espace grandiose et majestueux s'ouvre à vous, bordé des trois massifs qui viennent mourir au pied de notre ville. Ici, la montagne se dévoile et s'offre à vous. Nous franchissons le pont de la Citadelle. En face de nous, le massif de la Chartreuse. À gauche, celui du Vercors avec le Moucherotte, qui culmine à 1900 mètres. Face à vous, la statue d'un Grenoblois, Xavier Jouvin. Il révolutionna la ganterie en inventant la pointure des gants et un emporte-pièce qui permettait de découper 6 gants à la fois. La ganterie est la première activité industrielle de la ville. Les gants de Grenoble connurent une réputation mondiale. Nous voici sur la rive droite de l'Isère, dans le quartier Saint-Laurent. Ce dernier s'est développé parallèlement à la rive gauche et à l'enceinte médiévale. La rue principale lui a donné son nom. C'est une petite rue étroite et médiévale. Les maisons construites au XVe et XVIIe siècle sont pittoresques. Nous vous invitons vivement à revenir visiter ce joli quartier ainsi que la porte Saint-Laurent.
Nous arrivons place de la Simèze. Vous remarquerez à droite la fontaine du lion construite en 1843, œuvre du sculpteur Sapé, celui qui édifia la fontaine des 400 culs à Chambéry. Elle symbolise le combat entre le Drac et l'Isère. Notez que d'ici, à condition de faire quelques pas, vous pourrez emprunter à droite de la fontaine la montée de Chalemont qui vous conduira au musée de Founois. Les deux rivières qui sillonnent la ville, le Drac et l'Isère, furent considérées pendant de longs siècles comme de véritables ennemis. L'histoire de Grenoble est marquée par leurs crues dévastatrices qui la détruisirent à plusieurs reprises. L'Isère génère un débit de 20 à 30 millions de mètres cubes par an. La construction des barrages hydrauliques a mis Grenoble à l'abri de ces catastrophes. Le quartier Saint-Laurent est connu pour être le quartier italien de Grenoble. La spécialité gastronomique servie dans les restaurants est la pizza. On se trouve dans un site exceptionnel, à l'intersection de trois vallées ouvrant sur la Savoie et la Suisse par la vallée du Grésivaudan, sur le Midi et l'Italie par les vallées du Drac et de la Romanche, et enfin sur la vallée du Rhône par la Cluse de Voreppe. Nous allons passer sur le pont Marius-Gontard. Les grands massifs montagneux qui entourent Grenoble sont la Chartreuse face à vous, le Vercors au lieu de la Résistance. À gauche, le massif de Beldonne. Ce dernier, véritable épine dorsale, s'étend de Chamonix à Grenoble. Il est prolongé au sud par l'Oisan et le Taillefer. On y trouve les grandes stations de sport d'hiver, Chambouz, les Deux Alpes et l'Alpe d'Huez avec ses célèbres virages, étape réputée. Nous retrouvons la rive gauche. Devant vous, le téléphérique de Grenoble. Construit en 1934, puis modernisé en 1976, il vous conduira au spectaculaire site fortifié de la Bastille. Édifié à partir de 1591, sur ordre de Lesdiguières, les fortifications furent complétées en 1823 par le général Haxo. Du sommet, vous jouirez d'une vue exceptionnelle sur Grenoble, les massifs montagneux et par beau temps, le Mont Blanc. Ici s'ouvre à vous une nouvelle et magnifique perspective sur les montagnes qui entourent Grenoble. Admirez les beaux paysages que vous offre la Chartreuse. Chaque saison vous fait découvrir une lumière différente. À gauche, sur les premiers contreforts du massif de la Chartreuse, le couvent Sainte-Marie d'en Haut, reconnaissable aux deux clochers couverts en ardoise. Il fut le 4e monastère de la Visitation, édifié en 1619 par saint François de Sales. Il abrite aujourd'hui le musée d'art et de tradition populaire du Dauphiné. Nous voici sur la place Saint-André, le cœur historique et politique de la ville. C'était le fief des fondateurs de la province du Dauphiné. Au centre, la statue de Pierre Terrail, connu sous le nom de Bayard, le chevalier sans peur et sans reproche. Il naquit à Pontcharrat en 1476. Page à la cour des ducs de Savoie, il arma chevalier le roi François Ier. À gauche, l'ancien palais de justice, ancien palais du Parlement du Dauphiné, construit à la fin du XVe siècle sous le roi Louis XII. La façade présente trois styles différents. Une partie de style gothique flamboyant, une partie de style Renaissance et une copie Renaissance. Devant nous, la Table Ronde, un café littéraire et historique créé en 1739. Il est considéré comme le second café créé en France après le Procope à Paris. Dans le prolongement, la collégiale Saint-André, fondée en 1228. Construction de briques, elle était la chapelle privée des princes du Dauphiné. Elle contrebalançait le pouvoir religieux de la place Notre-Dame. Sa tour carrée, haute de 56 mètres, supporte le joyau du Grésivaudan. Admirez sa flèche gothique. À l'intérieur se trouve le mausolée de Bayard. Nous allons contourner le palais Lesdiguières, ancienne résidence du duc du même nom. Remarquez
marqué au-dessus de la porte centrale le blason de la ville, les trois roses. Elle serait la représentation symbolique des trois autorités qui, au Moyen-Âge, gouvernaient notre cité. Le pouvoir épiscopal, politique et municipal. Au bout du palais, à gauche, la tour de la trésorerie. Reste le dernier vestige du château de la dynastie des Dauphins, dont Humbert II sera le dernier. En 1349, ruiné et au bord de la faillite, il cédera la province du Dauphiné à la France. C'est depuis cette époque que les fils aînés des rois de France portent le titre de dauphin. À gauche, le jardin de ville, aménagé devant le palais Lesdiguières. Ce dernier abrita l'hôtel de ville durant 250 ans et devint ensuite bâtiment de la préfecture. C'est ici que Pie VII, Napoléon III et l'impératrice Eugénie logèrent lors de leur passage dans notre ville. Le bâtiment est aujourd'hui en voie de requalification. C'est dans ce jardin que l'auteur de la Chartreuse de Parme connut ses premières amours. Nous retrouvons le téléphérique et les quais de l'Isère. Admirez dans leur écrin de verdure les fortifications de la Bastille édifiées au cours des XIVe, XVIe et XIXe siècles. C'est dans le massif de la Chartreuse qu'en 1084, Saint-Hugues fonda le monastère de la Grande Chartreuse, dont vous connaissez tous la célèbre liqueur. À droite, la façade en trompe-l'œil du théâtre de Grenoble, ainsi que l'ancien palais de justice. Devant vous, à gauche, la passerelle Saint-Laurent, construite en 1837. Elle est réservée aux piétons et conduit au quartier Saint-Laurent. Elle se situe à l'emplacement où, au Moyen-Âge, fut édifié un pont de bois puis de pierre. Nous quittons maintenant la cité des Dauphins pour nous diriger vers le quartier de l'Île Verte. À gauche, devant vous, dominant la vallée du Grésivaudan et Grenoble, le mont Saint-Hénard, haut de 1300 mètres. Au sommet de ces impressionnantes falaises, vous apercevez un fort construit en 1874 pour défendre la ville. Avec la montagne verte. Là, c'est magnifique. Et de ces meurtrières, une ravissante échauguette. Les remparts datent des XVIe et XVIIe siècles. Sur cette partie des quais se dressait la porte de l'Île Verte, disparue aujourd'hui. Au bout des remparts, on découvre la tour carrée de l'île. Construite au XIVe siècle, elle fut avec ses annexes le premier hôtel de ville de Grenoble. Aujourd'hui, vestige des remparts du Moyen-Âge, elle fait partie du musée. Le musée de Grenoble fut fondé en 1796 à partir des saisies révolutionnaires et des envois de l'État. Deux conservateurs ont marqué l'histoire du musée pour le conduire vers sa prestigieuse ascension. Louis-Joseph G, qui travailla au musée de 1796 à 1815 et qui assura sa mise en place, et Andry Farcy, conservateur de 1919 à 1949, qui constitua la collection d'art moderne du musée. Le jardin Michalon, à droite. Ancien maire de la ville, il travailla à faire choisir Grenoble pour l'organisation des Jeux Olympiques d'hiver en 1968. Remarquez au passage le magnifique cèdre du Liban qui borde la route. Ce jardin est aujourd'hui dédié à l'art et à la sculpture. On le doit à un ancien maire de Grenoble qui fut aussi l'instigateur du musée de la ville. À gauche,
Nous voici dans le quartier de Ville Verte, appelé ainsi parce qu'autrefois, en période de crue, il était séparé du reste de la ville par un bras de l'Isère, devenant ainsi une île. La place Docteur Girard, où nous arrivons, constitue le cœur du quartier de l'Île Verte, desservi, comme vous le voyez, par une ligne de tramway. Cette ligne relie le campus universitaire où on trouve 45 000 étudiants à Europol, le quartier d'affaires de Grenoble, en passant par le centre-ville. Sans doute avez-vous déjà aperçu ces magnifiques tramways. Deux types de rames circulent sur ces lignes. La première, d'une longueur de 30 mètres, peut contenir 250 passagers. Les citadis, quant à eux, plus longs, avec 44 mètres, peuvent contenir 373 personnes. On compte aujourd'hui dans l'agglomération grenobloise 4 lignes d'une longueur de 34 km, desservant 106 stations et transportant plus de 31 millions de passagers par an. Le tramway grenoblois a été le premier en France à être accessible aux personnes handicapées. Il fait désormais partie du paysage urbain. En 1968, les Jeux Olympiques de Grenoble firent rayonner la ville dans le monde entier. Ces Jeux ont nécessité la construction de toute une infrastructure dans les immeubles que nous allons à présent découvrir sur notre gauche et qui abritaient à l'époque les journalistes. Les trois tours que vous apercevez ont pour nom Belledonne, Montblanc et Vercors. Elles s'élèvent à une hauteur de 98 mètres et comptent 28 étages. À droite, l'immeuble en S, construit à la même époque. Cette opération immobilière a nécessité la destruction des fortifications du général Axon datant de 1832. Piano. Sur la gauche, dans le virage, l'hôtel de police de Grenoble, construit dans le cadre des Jeux Olympiques de Grenoble. Nous retrouvons maintenant les limites de l'enceinte médiévale. Les remparts ont disparu, il ne reste que quelques vestiges. À gauche, une poudrière construite en 1692 sur ordre de Vauban. À droite, le quartier Trécois, qui accueillit de nombreux couvents au XVIIe siècle. Nous entrons maintenant rue de l'Alma et nous longeons la caserne militaire à gauche. Je vous avais promis d'évoquer la fameuse journée des Tuiles. Fermez les yeux. Nous sommes à l'aube de la période révolutionnaire. Grenoble se distingue par son esprit à la fois rebelle et frondeur. Pour défendre leur parlement, les Grenoblois s'opposent au pouvoir royal. Louis XVI ordonne une intervention militaire et envoie des troupes pour mater les contestataires. Au petit matin du 7 juin 1788, les Grenoblois attendent les soldats sur les toits de la ville, tuiles en main. Vous imaginez la suite. Le 2 août, le roi accepte enfin que se réunissent les états généraux du Dauphiné. Ils siégeront à Romans à partir du 8 août 1788. La Révolution française est en marche. Le reste fait partie de l'histoire de France. Il serait exagéré d'affirmer que la Révolution est née à Grenoble,
Mais il est incontestable que l'événement a été un catalyseur dans l'histoire de France. Nous arrivons place de Verdun, ancienne place d'armes qui rappelle la vocation militaire de Grenoble. La place est entourée d'édifices d'époque Napoléon III. À droite, la première université de lettres inaugurée en 1879. Au centre de la place se dressait la statue équestre de Napoléon Ier. En 1929, elle fut transférée à La Fraie, auprès de la Rencontre. À l'endroit même, l'empereur, à son retour de l'île d'Elbe, rejoignit les troupes royales qui venaient l'arrêter. Elles se rallièrent à lui pour faire une entrée triomphale dans Grenoble par la porte de Beaune. À droite, la préfecture construite en 1867. Sur la belle façade, vous remarquez les bustes de personnages dauphinois célèbres. Dode, Marchand, Mounier, Barnave, Vaucanson, Condillac, les 18e siècle, les bâtiments qui entourent la place de Verdun et représentant les trois pouvoirs, l'État, l'armée et le pouvoir législatif, occupent au sol une égale superficie à celle de la préfecture. À droite, l'hôtel de la 27e brigade d'infanterie de montagne, ancienne division alpine dissoute. Devant vous, la toute première ligne du tramway. Elle relie deux villes de la proche banlieue, Fontaine et Échiré-le-Centre de Grenoble. Nous quittons maintenant la place de Verdun pour entrer dans un secteur datant du milieu du 19e siècle, le quartier Étoile Vaucanson. Les guerres de religion, la ville est l'enjeu de fortes rivalités entre catholiques et protestants. En 1590, un jeune chef, le sieur des Thiers, se rend maître de la cité à la tête des armées huguenotes. Nommé lieutenant général de Dauphine par Henri IV, il va profondément la transformer. Il fait construire des remparts, des routes et des ponts pour franchir l'Isère et le Drac. C'est la grande époque d'embellissement de Grenoble. S'entourant des meilleurs artisans, il instaure un urbanisme au style provençal, original et harmonieux. Nous arrivons place de l'Étoile. Ce quartier fut construit sous le Second Empire. Nous allons passer place Vaucanson. Jacques Vaucanson, ingénieur de génie, imagina et réalisa les premiers métiers à fait entièrement automatiques. Ces automates sont connus, le joueur de flûte et surtout son célèbre canard, un animal qui mangeait et digérait du grain, le rendirent célèbre dans toutes les cours de rue. Nous partons maintenant à la découverte des rues piétonnes de Grenoble, en commençant par la rue de la Poste. En 1830, Grenoble n'était qu'une petite bourgade blottie dans une enceinte construite par les Thiers. En 2 siècles, le gros bourg est devenu une ville au centre d'une agglomération de 450 000 habitants. Son rayonnement est aujourd'hui international, symbole d'alliance, de recherche et d'industrie. C'est l'esprit d'innovation d'un jeune ingénieur
et Chambéry. En 1869, il a l'idée géniale d'utiliser la force de l'eau captée au pied des glaciers pour l'amener dans la vallée au moyen de pompes. Il actionne ainsi des turbines pour produire de l'électricité. Cette nouvelle énergie, née de la neige immaculée des cimes, est capable de remplacer la houille, est appelée houille blanche. Aristide Bergès en est le père. Inventeur dans le domaine technique et social, il est l'artisan de la grandeur de notre vin. C'est à Grenoble que, pour la première fois, on apprécia les bienfaits de l'électricité dans ses applications. La première école d'électricité dans la branche du tourisme, Grenoble inaugura le premier syndicat d'initiative de France. En 1894, le premier ski club apparaît à Grenoble. Les sports d'hiver sont pratiqués dans les stations dominant la ville. Depuis 100 ans, Grenoble a toujours été à la tête de l'innovation. Ce ne sont pas les performances de la Silicon Valley grenobloise qui dégriseront les têtes. Les domaines auxquels elle consacre ses recherches deviennent vite la spécialité de Grenoble, qui est maintenant le second pôle de la recherche française. Nous laissons la rue de la Poste pour entrer rue Félix Poulain, en plein cœur de la ville. Montez les superbes façades de style haussmannien. Devant vous, l'une d'elles classée monument historique, celle des Trois Dauphins. L'immeuble adjacent a été reconstruit. Devant vous, l'église Saint-Louis, construite au XVIIe siècle sur ordre du cardinal Le Camus. Derrière l'église, la place Victor Hugo, créée en 1885 et agrémentée d'un jardin public et d'un des plus beaux bassins de Grenoble. Nous sommes rue de Sceaux et nous allons entrer rue de Beaune. François de Beaune était le duc de Lesdiguières. Cette rue, fondée par le duc en 1602, abritait de très nombreuses boutiques. Les artisans qui les tenaient étaient exonérés d'impôts par le duc. Elle a gardé sa vocation de rue très commerçante, mais hélas, aujourd'hui, il n'y a plus d'exonération. Derrière nous, au début de la rue, se dressait la porte de Beaune. Napoléon entra dans Grenoble par cette porte le 7 mars 1815, après que les armées royales se soient ralliées à lui à Laffray, au lieu dit le Pré de la Rencontre, à 30 km de Grenoble. Jusqu'à la Révolution, le bâtiment situé dans le virage à gauche était un couvent de dominicains. Remarquez la méridienne, un cadran solaire qui, au premier jour du mois, indique le signe du zodiaque dans lequel entre le soleil. À droite, la façade baroque du lycée Stendhal, le premier lycée jésuite de Grenoble.
La façade blanche correspond à la chapelle. Ce lycée possède une magnifique horloge solaire. Aujourd'hui encore, elle est unique au monde. Créée au XVIIe siècle, elle occupe 100 mètres carrés de murs et de plafond. À gauche, l'office de tourisme. La maison du tourisme fut construite en 1976 sur les restes des remparts romains. Ici commence la ligne B du tramway. Devant vous, à droite, la place Sainte-Claire avec les halles qui sont classées. Remarquez, accolée à la façade des halles, une fontaine représentant un dauphin enveloppant de sa queue un trident, symbole de Neptune. Nous sommes actuellement rue de la République. À l'extrémité de l'immeuble que nous longeons, sur la droite, une petite place où vous apercevez une partie des fortifications romaines datant du IIIe siècle. Le reste a été détruit pour construire un immeuble. Les vestiges de la cité romaine de Gratianopolis sont malheureusement trop rares dans la ville. Notre visite se termine. Dans quelques instants, nous arriverons place Grenette, ancienne place du Breuil. Que ce soit par les foires et marchés ou aujourd'hui par la fréquentation des piétons, la place Grenette a toujours été et restera toujours le centre de Grenoble. À toutes les époques de l'histoire, de grands événements s'y sont déroulés. On venait nombreux assister aux exécutions capitales des condamnés, parfois célèbres, tel Antoine Berthet qui inspira le personnage de Julien Sorel à Stendhal. La place tire son nom du marché au grain qui s'y tenait autrefois. Au IIIe siècle, on trouvait là une porte romaine appelée Jovia, dédiée à Jupiter. Elle fut détruite en 1594. Aujourd'hui, avec ses terrasses de café et ses commerces, elle est un lieu de promenade où l'on aime flâner. Ne descendez pas encore, attendez l'arrêt à l'intérieur de la place. وهذا نهاية الفيديو بإذن الله تعالى. كانت نهاية يعني العودة ديالنا الإقامة ديالنا يعني في الجبل، ونسأل الله العظيم أن يرزقني وإياكم سعادة الدنيا والآخرة. وما تنسونيش من اللايكات، ما تنسونيش من الدعم، كنحبكم في الله كما قلت لكم في بداية الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله.